La cérémonie de ce matin est l'occasion pour le barreau de dénoncer les difficultés d'exercer la profession d'avocat dans la juridiction de Port-au-Prince, de se prononcer sur l'état de fonctionnement de la justice à travers son organe de direction, mais de jeter aussi un regard sur la vie publique. Dire tout va très bien, Madame la Marquise, c'est choquer les avocats, c'est insulter les confrères et les consoeurs, car la situation est gravissime. Je n'avais pas exagéré en citant dans mon allocution de la Saint-Yves l'asphyxie de la profession d'avocat par des secteurs puissants. Nous débutons l'année judiciaire 2013-2014 avec des dossiers toujours au délibéré des juges, et cela depuis plusieurs mois. Et pire, il y en a qui seront des décisions par défaut. Des conclusions dans les affaires civiles, des réquisitoires en matière pénale sont gardés des mois au parquet. Des ordonnances de cabinet d'instruction ne sont pas rendues au terme du mois de la communication du réquisitoire définitif. Elles ne sont pas non plus signifiées aux inculpés lorsqu'elles sont rendues finalement. Je vous fais grâce d'autres énumérations car je vous n'apprends rien. Mais en tout cela, c'est l'avocat qui en fait les frais. Il est reproché de négligence et dans bien des cas, le client reprend son dossier pour le confier à un racketteur. Au tribunal de première instance, ça va très mal pour les avocats. Nous avons comme concurrents certains greffiers, certains huissiers, des messagers, des agents de sécurité, des ménagères. Souvent, les requêtes d'avocats sont rejetées et celles des imposteurs agréés. Je n'ai pas à parler de concurrence déloyale pour des gens sans qualité qui nous ravissent notre part du marché. Nous sommes aussi attaqués à un niveau plus élevé et de façon plus structurée. Je reviens à la loi sur l'adoption consacrée par le vote de la Chambre des députés, malgré les remarques écrites de la Fédération des barreaux d'Haïti relatives aux articles qui réduisent ce champ à un clic d'avocats, membres d'institutions agréées par l'IBERS. Il est inacceptable que seule une vingtaine d'avocats soient autorisés à faire de l'adoption alors que la République compte environ 4000. Et pour comble, l'IBERS pose lui-même des actes d'avocat en faisant la procédure d'homologation de l'adoption devant le doyen du tribunal de première instance. Je reviens au Centre de facilitation et d'investissement qui, dans une interprétation erronée de son décret, crée des sociétés anonymes en attente d'investisseurs. Alors qu'il serait plus loyal que le CFI encourage le projet de guichet unique de son ministère de tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui permettrait, dans le respect du principe de l'égalité des chances, à tout avocat, à tout intéressé de créer une société en 10 jours. Je reviens aussi au projet de loi sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme qui prévoit une peine de 15 ans d'emprisonnement et de 100 millions de gouttes d'amende si l'avocat ne dénonce pas à l'UCREF son client. Je reviens à la remise en question des garanties liées à l'exercice de la profession d'avocat par un magistrat puissant qui défie le CSPJ, l'organe de discipline, et qui se place au-dessus du code d'instruction criminelle et de la loi portant statut des magistrats. Je porte à votre connaissance la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire nationale qui met les dispositions de la Constitution en vigueur relatives à l'habeas corpus et celles du code d'instruction criminelle portant sur la mainlevée du mandat d'écrou sous le contrôle du ministère de la Justice. Je porte à votre attention, magistrats de cette Assemblée, que l'article 10 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal n'existe plus. Aucun inculpé n'a le droit d'attaquer une ordonnance de renvoi du cabinet d'instruction. Dans aucune démocratie, dans aucun état de droit, on ne trouvera une autorité publique constituée à faire obstacle à un arrêt de la cour d'appel. Il n'existe pas d'état de droit sans la justice. Il ne peut exister de justice
En absence de l'exemple rendu par les cours et tribunaux, et l'État de droit ne s'imagine pas en dehors de la séparation des pouvoirs. Le gouvernement engagé dans la construction irréversible d'un État de droit ne saurait ne pas se mettre à l'écoute du peuple qui réclame à corps et à cri justice pour tous. Le terme justice doit être perçu ainsi dans son acception la plus large. Elle signifie d'abord équité sociale. C'est d'ailleurs toute la justification du travail de l'homme de loi. Cette justice se manifeste déjà en premier lieu au bénéfice de l'enfant qui, il y a encore peu de temps, ne pouvait se rendre à l'école. Elle a à satisfaire les attentes de la mère de famille qui, par un travail harassant et souvent très peu productif, s'efforce de combler les besoins de sa progéniture. Elle a à tenir compte des angoisses du père de famille qui voit mourir son enfant faute d'hôpital et de médicaments. Il est aussi impérieux qu'elle se penche sur les frustrations du pauvre paysan, des laissés pour compte qui, ne pouvant payer les services d'un avocat, voient souvent leurs droits élémentaires méconnus et bafoués. Il y a un appel assourdissant de la part de la population qui entend vivre mieux dans le respect de sa dignité d'homme par l'accès à une justice crédible et transparente. C'est cette soif de justice sociale qui, le 20 mars 2011, a drainé vers les urnes des centaines de milliers de mes concitoyens, me confiant la mission de conduire les destinées de mon pays. Caisse de résonance des pulsations de la nation, j'ai conscience d'avoir pour devoir d'apporter les correctifs nécessaires pour que soient élaguées les pratiques délétères, abusives et anti-citoyennes qui paralysent l'épanouissement de la communauté. Lorsque le problème de l'injustice pour tous se pose avec une particulière acuité en notre pays, il se crée souvent des situations d'impatience conduisant à des comportements répréhensibles et regrettables, mais souvent justifiés, même lorsqu'elles sont condamnables. Et justement, c'est pour éviter ce genre d'attitude parfois anarchique que je me suis lancé dans un train de réformes pertinentes appelé à refaçonner le visage d'Haïti, qui doit être avant tout généreuse pour tous ses fils. Dans tous les pays où la démocratie s'est consolidée, l'État de droit a toujours rythmé avec une justice forte. En d'autres termes, la construction de l'État de droit ne se conçoit guère sans une justice forte, indépendante, servant d'appui et de rempart. Démocratie et justice constituent donc ce binôme qui reste l'épine dorsale de l'État de droit, au point qu'on arrive à entendre souvent parler de dictature de la loi. Ma contribution au renforcement de cette justice a été remarquable. Dès ma prise de fonction, je me suis attelé à renforcer nos institutions judiciaires. J'ai d'abord donné naissance à une institution indispensable, le CSPJ, dont l'existence était hypothéquée, dans la mesure où la loi qu'il avait créée, vieille de plusieurs années, ne semblait motiver personne, après que beaucoup d'efforts avaient été consentis pour la mettre sur pied. Pour la première fois dans notre histoire, le pouvoir judiciaire chemine vers sa propre autonomie. Cela prend du temps, certes, tant sont tenaces les vieilles habitudes. Mais le CSPJ suit son parcours à l'égal des deux autres pouvoirs. Je demande donc à mes compatriotes de s'y mettre, d'y travailler,
car le chemin à parcourir sera long, certes, mais le résultat palpitant, car le pouvoir judiciaire aura conquis son indépendance. Pour ma part, je m'y mets. Je veux offrir ce cadeau au peuple haïtien qui en est digne, et je vous invite tous à emboîter le pas.